Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Fenech Security Talk d'Agora Mag en toute sécurité, qui est consacré aux tueurs en série. L'émission a pour thème précisément « Est-on suffisamment armé en France contre les tueurs en série ?» Et pour aborder ce sujet particulièrement difficile, j'ai le plaisir de vous présenter mes deux invités. Stéphane Bourgoin. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous avez publié récemment L'Ogre des Ardennes, qui est un ouvrage consacré au tueur en série, l'un des plus terribles qui ait connu notre pays, Michel Fourniret, qui est sous-titré Les derniers secrets de Michel Fourniret. Vous nous direz quels sont les éléments qui, aujourd'hui, pourront sans doute aider d'ailleurs à approfondir et découvrir le vrai parcours criminel de Fourniret, même s'il a déjà été condamné à perpétuité. Merci d'être là. Et mon deuxième invité, Jean-Pierre Escarfaille, que j'ai grand plaisir à retrouver. Et son dernier ouvrage s'intitule « Assassiné, tu vis dans l'éternité », qui est paru donc aux éditions Michel de Maulle. Michel de Maulle. Jean-Pierre, vous nous direz aussi pourquoi vous avez créé une association APAX et ce que vous pensez aujourd'hui de notre législation et des moyens qui sont consacrés à la lutte contre les tueurs en série. Mais les tueurs en série, est-ce que ça existe vraiment? On parle de Michel Fourniret, mais y a-t-il, on connaît Guy Georges, on connaît Francis Holm, mais qu'est-ce que ça représente en France, Stéphane Bourgoin? Alors en France, il faut bien comprendre quand dans le code pénal français, la qualification de tueur en série n'existe pas. Que vous ayez tué 7, 10, 15 victimes, vous pouvez écoper de la même peine que pour un meurtre. Donc à partir de mes recherches personnelles, ça fait 40 ans que je travaille sur les tueurs en série, j'en ai interrogé 77 à travers le monde. Oui. Je peux vous dire qu'en France, depuis 1999, on a arrêté, identifié, mis en examen ou jugé 158 cas différents de tueurs et de tueuses, parce qu'il y a aussi des tueuses en série qui représentent à peu près 12 à 15% par rapport au serial killer masculin. Il faut comprendre que le tueur en série, selon la définition du FBI, c'est au moins 3 meurtres avec un intervalle de temps entre chacun des crimes. Et moi, j'y ajouterais au moins un mobile d'ordre psychologique. Parce que, par exemple, un Landru, un Petiot ont tué à la fois pour des mobiles crapuleux, mais aussi pour satisfaire des besoins psychologiques, désirs de toute puissance ou pulsions sexuelles. Très bien. En tout cas, ce chiffre est tout à fait impressionnant. 150, dites-vous? 158. 158 depuis 1999. 99. Et beaucoup d'entre eux purgent leur peine actuellement dans une prison, notamment laquelle? La prison d'Ensisheim, proche de Colmar, où il y a près d'une vingtaine de tueurs en série, un tiers de réelle perpétuité et un tiers de criminels sexuels. Il y a des personnalités psychopathiques, des tueurs en série, tels que Michel Fourniret, Guy Georges, Francis Holm. Et par exemple, la bibliothèque de l'établissement est tenue par un tueur nazi alsacien, Emmanuel Rist. Très bien. Stéphane Bourgoin, vous êtes considéré à juste titre comme le meilleur spécialiste, si je puis dire en France, de cette criminalité sérielle. Je me dois quand même de vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, personnellement, à vous intéresser à ce phénomène? Je dirais c'est comme mon ami Jean-Pierre Escarfaille, un drame personnel, le meurtre et le viol de ma compagne en 1976 aux États-Unis. 2 ans après les faits, le policier du Los Angeles Police Department, avec qui j'avais noué des liens, m'apprend que le tueur est arrêté, qu'il est passé aux aveux et qu'il a avoué une douzaine de crimes au total. Depuis, il a écopé de la peine de mort, mais il ne sera jamais exécuté, puisqu'en Californie, il y a près
de 900 détenus qui sont dans le couloir de la mort et qui ne seront jamais exécutés. J'ajouterai à titre personnel que je suis totalement opposé à la peine de mort. Pourquoi ne sont-ils pas exécutés? Tout simplement, non pas pour des raisons de moratoire humanitaire, mais pour des raisons économiques. Parce que exécuter quelqu'un dans la plupart des États américains coûte 8 à 10 fois plus cher que de le garder derrière les barreaux à perpétuité, tout simplement parce qu'on va nommer des commissions d'experts, des avocats qui vont coûter plusieurs centaines de dollars de l'heure. Et la Californie est en état de déficit chronique depuis des décennies. Bon, c'est tout à fait étonnant cet argument, effectivement, mais enfin vous êtes, vous le rappelez, contre la peine de mort, même si on a affaire quelquefois à des monstres qui ont commis des monstruosités. Alors je ne les qualifie pas de monstres. Oui. Pour moi, c'est des êtres humains qui ont commis des actes monstrueux. Parce que si on les qualifie de monstres, on les met en quelque sorte sur un piédestal. Et ils ne le méritent absolument pas. Très bien. Vous avez évoqué donc l'aspect des criminels sexuels au départ, souvent dans les tueurs en série, et précisément Jean-Pierre Escarfaille, vous-même qui êtes du monde de l'entreprise, docteur S-Sciences, vous avez malheureusement été confronté aussi personnellement à travers votre fils, si vous voulez en dire un mot, ce qui vous a amené à vous intéresser aussi de très près, à vous engager d'ailleurs au sein d'une association, si vous voulez en parler. Alors c'est à la suite du procès de Guy Georges, donc l'assassin de ma fille Pascale, qu'avec d'autres parents de victimes et un certain nombre d'amis, nous avons monté cette association qui s'appelle l'APAX, qui veut dire Association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels. Et on a pu, grâce à, en particulier à vous, Georges, faire passer un certain nombre de lois qui permettent aujourd'hui d'avoir un peu plus de protection contre ces gens-là. Pendant tout le procès, je me suis rendu compte à quel point notre justice était un univers, je dirais, complètement arriéré, où les modes de gestion étaient ignorés et il y avait énormément de choses à faire pour faire des progrès. Quelques progrès ont été faits, mais beaucoup reste à faire quand même. Alors, précisément, donc, je rappelle le thème de notre émission est précisément la question, nous allons essayer de répondre à cette question précise, est-on suffisamment armé en France pour lutter contre les tueurs en série? Moi, ce que je vous propose pour la clarté de notre débat, c'est d'abord de s'intéresser à l'enquête. Est-ce qu'on a les outils d'enquête pour les identifier et donc les interpeller, interrompre un parcours criminel? Et dans une deuxième partie, on pourrait évoquer aussi quelles sanctions, comment éviter à nouveau la récidive tôt ou tard. Voilà. Alors, l'enquête, tout d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, en France, et on revient de loin, je crois pouvoir le dire, on a amélioré nos dispositifs d'enquête et d'identification très en amont, enfin le plus en amont possible, lors d'un parcours criminel d'un tueur en série? Stéphane Bourgoin. Alors c'est vrai que notre pays a eu énormément de retard, notamment par rapport aux pays anglo-saxons. Moi, au début, quand j'ai commencé à interroger les premiers tueurs en série, à partir de 1979, les autorités, les hauts dirigeants dans les ministères en France me disaient « Ah oui, toi et tes serial killers », en insistant sur le mot, comme si c'était quelque chose, vous savez, comme le nuage de Tchernobyl qui avait évité nos frontières. C'était... Par contre, au niveau des enquêteurs, ils étaient tout à fait conscients qu'il y avait un réel problème pour relier notamment les affaires entre elles, des crimes qui pouvaient être isolés par le passé. Et c'est notamment grâce à l'arrestation de Thierry Paulin, de Guy Georges, qu'on a eu des progrès qui ont été effectués, comme la création du FNAEG, le fichier d'empreintes génétiques, des bases de données informatiques copiées sur le FBI et le VICLAS canadien, qui s'appelle le SALVAC, qui est commun à la police et à la gendarmerie. Il
qui permet par exemple de relier un crime à Metz, une tentative d'enlèvement à Brest, un autre crime à Perpignan, parce que c'est toujours le manque de communication qui a perduré et qui a fait que les enquêtes n'aboutissaient pas. On le voit sur l'affaire Fourniret, le manque de communication entre pays européens, parce que Michel Fourniret a kidnappé des victimes en Belgique pour les tuer et les enterrer en France, a kidnappé des victimes en France pour les tuer et les enterrer en Belgique. Et il y a eu un manque de communication, des casiers judiciaires. Alors, vous avez raison, Stéphane Bourgoin, d'évoquer le FNEJ, donc pour bien rappeler de quoi il s'agit. C'est donc le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Donc, c'est le fameux ADN, qui est aujourd'hui une preuve très importante dans ce type d'affaires. C'est d'ailleurs à l'occasion, Jean-Pierre Escarfet, de l'affaire Guy Georges, qu'on a enfin décidé d'automatiser ce fichier ADN. Tout à fait. Guy Georges a été arrêté grâce à l'action du juge Thiel. Gilbert Thiel. Gilbert Thiel qui a demandé à la police et à tous les laboratoires, puisqu'on avait 2 empreintes ADN de meurtre sur des lieux de meurtre. Guy Georges avait fumé une cigarette ou il y avait des traces de doigts. Et à partir de ces 2 empreintes, le juge Thiel a demandé donc à tous les laboratoires de regarder dans leur dossier, puisqu'il n'y avait pas de fichier, s'ils trouvaient les mêmes empreintes génétiques. Et tout le monde a répondu positivement, sauf les laboratoires de police qui ont dit « Ah ben non, c'est pas légal, ce que vous nous demandez là ». Et alors, à ce moment-là, c'est pas légal parce que la CNIL ne le permettait pas d'avoir ce type de fichier à l'époque. Il n'y avait pas de loi à cette époque-là. Oui. Et on était évidemment très en retard là-dessus, sur les Anglais. Moi, je suis allé à Londres, voir comment ça se passait là-bas, par exemple. Et là, il a écrit au laboratoire de police en leur disant « Bon, ben, très bien, et au prochain meurtre, je publierai votre lettre. » Alors tout le monde s'est exécuté, et on a finalement pu identifier, donc c'était à Nantes, l'ADN de Guy Georges, et c'est ce qui a permis de l'arrêter. Et à la suite de ça, donc il y a eu une loi qui a permis de constituer un fichier. Tout ce qu'on peut dire, c'est que là aussi, la France a été quand même très lente à le mettre en place. En 2 ou 3 ans, les Anglais avaient déjà 1 million de personnes dans leur fichier. Nous, on était à peine à quelques milliers. Mais au départ, c'est sous la chancellerie de Mme Elisabeth Guigou qu'on institue ce fichier, mais qui est réservé uniquement aux auteurs d'infractions sexuelles. Et ensuite, c'est élargi à d'autres infractions. Absolument. Et d'ailleurs, souvent, les auteurs d'infractions sexuelles et les tueurs en série ont déjà commis des petites infractions. Donc, avoir leur patrimoine génétique dans un fichier permet de les identifier. Nous sommes bien d'accord, Stéphane Bourgoin. Ah oui, tout à fait. Fourniret, par exemple. Fourniret, comme tous les tueurs en série français ou d'autres pays, on ne naît pas tueur en série, on le devient en franchissant un certain nombre d'échelons dans la délinquance dite ordinaire. Pendant un moment, Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, ne tue pas parce qu'il est incarcéré pour des vols de scooters et trafic de stupéfiants. Michel Fourniret commet des vols d'armes, tentatives de kidnapping, il vole même l'électricité de ses voisins parce qu'en plus il est très radin. Et on a dans ce fichier, dans ce FNAEG, c'est ça un petit peu qui est le chiffre noir. On a 400 000 traces inconnues prélevées sur des scènes de crime, scènes de viol et autres, dont on n'a pas encore trouvé le propriétaire. Puis l'ADN, les techniques d'identification de l'ADN ont fait beaucoup de progrès, puisque maintenant on peut prélever de l'ADN sur un corps qui a été immergé dans l'eau depuis des semaines, voire des mois. Et qu'on a aussi des techniques aux États-Unis. On vient d'identifier 2 tueurs en série qui étaient des cold cases qui dataient de 40 et 50 ans grâce à des sites héréditaires, c'est-à-dire où les personnes envoient leur ADN
pour tenter de retrouver des parents éloignés, des ancêtres, etc. Et on a notamment identifié James DeAngelo par ce système héréditaire grâce à des cousins très éloignés. Il avait commis des crimes dans les années 60 et 70. Et maintenant, on a aussi ce système de parentèle. Un violeur en série français qui n'est pas encore jugé, le violeur à la mobilette ou le violeur de la forêt de Sénart, a pu être identifié alors qu'il s'était arrêté de commettre des viols il y a beaucoup d'années, grâce à son frère qui a commis un larcin, un vol à la tire. Et grâce à ce système de parentèle, on a pu identifier le violeur de la forêt de Sénart. Écoutez, j'ouvre une petite parenthèse parce que dans L'Ogre des Ardennes, qui est votre dernier ouvrage, vous faites quand même, vous apportez des éléments nouveaux parce que on peut dire que Michel Fourniret n'a sans doute pas livré tous ses secrets. On en est totalement persuadé. Et j'ai lu cet ouvrage tout à fait remarquable, intéressant, glaçant, bien sûr. Vous parlez d'un jardin des enfants. De quoi s'agit-il par rapport à Fourniret? Alors, Michel Fourniret... Parce que là, on est en pleine actualité. L'enquête est en cours, d'ailleurs. L'enquête depuis quelques jours. Grâce à votre livre. La justice a lu mon ouvrage. La gendarmerie qui a repris toute l'affaire Fourniret vont maintenant fouiller ce terrain qui a appartenu pendant près de 35 ans à Michel Fourniret et qui n'a jamais été fouillé par les autorités et la justice. Tout simplement parce qu'il le possédait sous un nom d'emprunt. Il possédait des parcelles de terrain constructibles depuis les années 60 à Floins, dans les Ardennes françaises, qu'il a vendu sous forme de parcelles, sauf une parcelle en indivision qui n'est pas constructible, qui était attenante à sa maison, et on n'a pas le droit, par acte notarié, de fouiller ou de déraciner 2 arbres à des endroits très précis. C'est quand même un élément troublant, cette précision dans les actes de vente. On a le droit d'élaguer un pommier, on a le droit, un peu plus loin, à 150 mètres de distance, je me suis rendu sur place, j'ai filmé ces 2 endroits, il y a un sapin, on n'a pas le droit de les déraciner et c'est certifié par acte notarié. Peut-être qu'il n'y aura rien. Ce qui laisse quand même craindre peut-être qu'à cet endroit-là, il y ait des choses, malheureusement, encore à découvrir. Mais pourquoi ce nom de jardin des enfants? Parce qu'il l'a ensuite transformé en jardin d'enfants. C'est-à-dire? Il y a une balançoire, un bac à sable, etc. Et qui n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque fouille. Dans mon livre, je révèle aussi 6 ADN féminins prélevés dans son fourgon, sur la banquette arrière, sur les liens qu'il utilisait pour attacher ses victimes une fois qu'il les kidnappait avant de les violer et de les tuer. 4 de ces ADN dorment, tenez-vous bien, depuis 2004 dans un laboratoire à Bruxelles. Je possède les numéros de scellés et n'ont jamais été rapatriés en France, aux grandes dames d'ailleurs des enquêteurs, notamment le patron du SRPJ de Reims, parce qu'on ne lui a jamais donné, malgré une dizaine de courriers, un cadre juridique pour rapatrier ces ADN qui peut-être correspondent à 6 familles de victimes de Michel Fourniret et Monique Olivier. On ne peut que espérer raisonnablement qu'on dépasse cet obstacle purement juridique pour obtenir ces éléments et les exploiter dans le cadre d'affaires judiciaires non résolues. C'est ce que c'est votre souhait.